Nouvelles technologies et didactique des langues, donc cours 4. Voilà, on vient de se quitter là sur le cours sur l'énonciation, les notions et les opérations. Donc je suis content en fait parce que je vois que de plus en plus ces cours-là font un ensemble en fait et que finalement les apports de la théorie de l'énonciation au cadre européen des langues, au cadre européen de référence pour les langues, pour l'enseignement des langues, donc sont assez décisifs et puis permettent de relier un peu tout ça en fait. Vous verrez en fait probablement quand vous aurez un peu plus d'expérience éventuellement que finalement on arrive à faire des ponts en fait entre avec une bonne théorie en fait comme disait euh, McLuhan je pense rien de plus pratique qu'une bonne théorie et on arrive à faire des ponts avec une bonne théorie entre différents domaines de connaissances évidemment. Donc aujourd'hui, on a changé un petit peu notre programme puisque nos collègues Zouer et Emma vont nous faire un exposé sur e-twinning et donc sur la télécollaboration, sur une des plateformes de télécollaboration qui fonctionne bien. Donc vous allez les écouter. Bon, peut-être vous aurez vu cette vidéo avant ou vous la verrez après, peu importe, vous reconstruirez l'ensemble. Donc du coup, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule et je vous parlerai la semaine prochaine de la suite donc des questions sur les usages du web social, donc tout ce qui est réseaux sociaux et ainsi de suite pour l'enseignement des langues. Et là, on va parler donc de télécollaboration aujourd'hui. Donc la télécollaboration, c'est quelque chose qui utilise évidemment les possibilités, les merveilleuses possibilités, devrais-je dire, de communication à travers les moyens informatiques, à travers les réseaux informatiques. C'est mis à part l'accélération en fait des possibilités de communication et puis cette possibilité extraordinaire évidemment d'intégration de la vidéo, de l'audio, bientôt de la réalité virtuelle. Je veux dire, ça doit se faire déjà, mais je ne connais pas encore cet aspect-là des choses. La réalité augmentée. Enfin, j'ai vu des choses comme ça aux États-Unis. Et ça existe certainement aussi dans la pratique ici. Ça va se développer certainement beaucoup avec la 5G d'ailleurs, avec l'accélération en fait, des réseaux mobiles et le Internet of Things, l'Internet des choses. Donc là, vous allez avoir certainement encore d'autres choses différentes dans les possibilités de communication et les possibilités de contact à travers ces réseaux. Voilà, donc ça, on va parler aujourd'hui de télécollaboration. Et donc je disais, mis à part cette accélération et un certain nombre de gadgets techniques, c'est pas une nouveauté en fait. L'idée de collaborer à distance, donc ça existe depuis qu'on communique et depuis qu'on essaye de communiquer de plus en plus loin. J'ai repris l'anecdote de Michel Serres la dernière fois sur les Gaulois, donc ils communiquaient de colline en colline et leur message allait finalement plus vite que les cavaliers romains. Voilà, mais mis à part cette anecdote digne d'Astérix, évidemment, on communique et on télécollabore depuis très longtemps. Donc, on va regarder tout à l'heure une vidéo de notre collègue François Mangenot de Grenoble. Donc, effectivement, il y a des télécollaborations entre classes, par exemple, depuis très longtemps, euh, dans les échanges de courriers, donc dans les jumelages de classes qui s'opéraient avant par échange de courriers papier. Hein. On s'envoyait des lettres, éventuellement on se téléphonait, on s'envoyait même des cassettes vidéo pendant un temps pour pouvoir se voir. Et puis finalement, on en arrivait à une rencontre, à un voyage scolaire ou à un projet commun. Donc la télécollaboration ne date pas d'hier. Le fait d'apprendre des choses à distance, par lettre, par téléphone, etc. Aussi, dès qu'il y a des nouveaux moyens de communication, c'est comme pour le reste, en fait, évidemment, les didacticiens vont s'approprier tout de suite les nouveaux moyens de communication. Maintenant, tel que dans la situation où on est avec la pandémie, on est obligé d'utiliser beaucoup de télécollaboration et de téléenseignement.
Donc cette télécollaboration, c'est la capacité en fait à construire ensemble quelque chose à distance. Donc vous voyez qu'évidemment, avec les moyens de communication de l'Internet, bon, que ce soit Skype, Zoom ou tout autre logiciel de vidéoconférence, ça va quand même grandement faciliter les choses. Voilà, mais évidemment, ça existait avant tous ces logiciels-là. Donc, Mangenot va nous parler de plusieurs projets, en fait, parce que, évidemment, ça fait longtemps que l'idée, en fait, de regrouper des apprenants qui apprennent la langue de l'autre, par exemple, un apprenant qui apprend l'anglais, communique avec une classe d'anglophones qui, eux, apprennent le français. Donc, il va y avoir un échange, en fait, un échange d'enseignement et d'apprentissage. Donc, c'est une idée qui date aussi d'il y a un moment. Donc, maintenant, en fait, on l'a développé sous forme de plateforme avec des communications de classe. Donc, eTwinning dont va nous parler Zouer et Emma tout à l'heure. Ou sous forme individuelle. En fait, vous avez des logiciels aussi qui permettent d'échanger avec, vous, par exemple, vous êtes locuteur du français, vous voulez apprendre l'espagnol ou l'arabe ou n'importe quelle langue, vous allez échanger avec, sur une plateforme comme Busuu ou LiveMocha, pardon, vous allez trouver un pair, en fait, qui, lui, veut apprendre votre langue et est à même parle en tout cas la langue que vous voulez apprendre. Vous allez former un tandem et faire de l'enseignement mutuel. Lui va vous enseigner l'arabe, l'anglais, le chinois, et vous allez lui enseigner le français, et réciproquement. Donc très bonne idée. Le problème évidemment sur lequel ça bute, et ça on verra en fait, on regardera éventuellement un peu ces plateformes, c'est les qualités didactiques et pédagogiques de ceux qui apprennent, hein, et donc de ceux qui vous enseignent, et vos propres qualités pédagogiques ou didactiques, encore que vous êtes en train de les développer, pour enseigner à l'autre. Donc il va falloir évidemment conseiller, on va regarder comment font ces deux plateformes-là, Busuu et LiveMocha, pour conseiller aux participants comment enseigner une langue. Deuxième chose, c'est l'empathie ou la bonne entente entre les apprenants et le fait de trouver des sujets qui permettent de développer la communication. Parce qu'une fois que vous vous êtes présenté, bon, vous savez, je veux dire, au début c'est facile, vous vous présentez, l'autre se présente dans sa langue maternelle, vous échangez, donc vous avez les premières rencontres, ce sera simple de trouver des thèmes de conversation. Après, il va falloir les alimenter, et donc là, on va voir un peu comment on fait tout ça. C'est-à-dire, par exemple, il va falloir introduire des thèmes de discussion, il va falloir faire des projets en commun. Par exemple, si vous allez faire visiter votre région à l'interlocuteur sous la forme de vidéos ou de rallyes sur Internet, vous allez développer comme ça toute une série de choses qui vont permettre de diversifier les thématiques et d'enseigner des choses différentes. Donc on va regarder comment c'est fait sur les petites plateformes de télécollaboration interpersonnelle. Nos collègues vont nous expliquer comment fonctionne eTwinning et comment on fait des jumelages de classes maintenant et des projets communs avec des classes de différents pays dans ce genre de choses. Ça va nous envoyer évidemment, enfin ça va nous amener à réfléchir aux échanges synchrones et asynchrones, parce que bon, tant qu'on est entre la France et la Tunisie par exemple, on est à peu près sur le même faisceau horaire, mais quand vous travaillez avec les États-Unis, à plus forte raison avec la côte ouest, là où j'étais, vous avez un tel décalage horaire que vous allez être obligé de réfléchir à des solutions de télécollaboration asynchrone. Ça ne pose pas de problème, mais c'est simplement une logistique un peu différente. Donc on verra tout ça aussi, ça rejoindra, vous verrez, les questions de formation hybride et les mêmes questions sur la synchronicité et l'asynchronicité. Donc voilà, donc on va parler de ça aujourd'hui assez longuement. On en profitera évidemment pour en parler, préparer vos questions pour la vidéoconférence, hein. Et voilà, et je vous passe tout de suite donc la vidéo de Mangenot en fait sur la télécollaboration et on va la commenter. Merci.
Bonjour, dans cette première vidéo, nous allons vous présenter ce qu'est la télécollaboration. À la fin, vous saurez comment se définit cette pratique innovante dans l'apprentissage des langues. Vous connaîtrez Tandem et Cultura, deux projets pionniers qui en ont inspiré bien d'autres. Et enfin, vous aurez la possibilité d'explorer avec nous deux exemples de plateformes d'aide à la mise en place de telles pratiques. Le site Unicollaboration et le site eTwinning. Mais écoutons tout d'abord Dina Savlovska, une enseignante lettonne qui participe depuis plusieurs années à une télécollaboration avec notre université. Pour moi, les trois atouts de la télécollaboration sont les suivants. D'abord, c'est l'ouverture. J'enseigne le français en Lettonie et sur place, on a très peu de possibilités de pratiquer le français et la télécollaboration montre à mes étudiants qu'il y a d'autres horizons. Deuxièmement, c'est la communication authentique. Car le plus précieux dans des projets télécollaboratifs, ce ne sont pas les tâches que les étudiants réalisent, mais ce sont les échanges qui se créent entre eux et avec nos partenaires. Et troisième élément, qui est peut-être le plus important, qu'il y a de la vie dans ces projets, qu'ils évoluent tout le temps. Car c'est vraiment très précieux, puisqu'il y a une chose est de maîtriser la langue, connaître des structures, le lexique, etc. Et toute une autre chose est d'être dans cette langue et vivre dans cette langue. Le premier à avoir eu l'idée de mettre des apprenants en contact à distance, Mark Warschauer, universitaire spécialiste de la didactique de l'anglais langue étrangère, évoque en 1995, dans un titre de livre, des Virtual Connections, connexions virtuelles. Pour la petite histoire, mentionnons quand même le fait qu'en français langue étrangère, Francis de Bizère avait organisé dès les années 1980, soit avant qu'Internet n'existe, des conférences télématiques internationales par Minitel. Il s'agissait en général d'écriture collective de fiction, et cela se passait en mode écrit synchrone. Mais la première définition de la télécollaboration date de 2003. On la doit à Julie Belz. Je vous laisse la lire. Cette définition évoque logiquement les objectifs à la fois langagiers et interculturels de la télécollaboration, ainsi bien sûr que le canal informatique. Le plus important à retenir est peut-être l'accent mis sur l'institutionnalisation d'une telle pratique et sur le rôle de guide joué par l'enseignant. Il existe une définition plus récente de Robert O'Dowd. Celui-ci exprime cette dimension institutionnelle par l'idée de classes qui travaillent ensemble. Il propose l'expression Online Intercultural Exchange, échange interculturel en ligne. Il est temps maintenant de vous présenter deux projets qui ont marqué l'histoire de la télécollaboration, Tandem et Cultura. L'idée de Tandem est bien antérieure à l'utilisation des technologies, puisqu'il s'agissait de faire se rencontrer en face à face deux personnes apprenant chacune la langue de l'autre. Un temps à peu près égal étant consacré à chacune des deux langues. Cette idée s'est poursuivie avec le téléphone, le courrier papier, même l'envoi postal de cassettes vidéo, l'email et maintenant avec la visio. Des sites commerciaux du web social comme Boozoo, Babel ou Livemocha cherchent également à favoriser ce type d'échange en proposant des outils d'aide à la recherche d'un partenaire et des outils de communication. Ce principe du tandem a une force et une faiblesse qui sont liées. Chaque partenaire est supposé corriger l'autre, ce qui fait de tandem un dispositif autonomisant, pouvant être utilisé en dehors de tout contexte institutionnel. Mais tout un chacun est-il vraiment capable d'expliquer le fonctionnement de sa langue? Et les binômes trouvent-ils toujours matière à échanger, au-delà des 2 ou 3 premières séances de présentation? Certaines universités ont institutionnalisé l'apprentissage par tandem, invitant leurs étudiants à pratiquer cette forme d'échange parallèlement aux cours classiques, et reconnaissant cette pratique par des crédits. Des guides méthodologiques et des sites internet ont alors été réalisés, donnant de nombreux conseils, par exemple sur la manière de corriger, et suggérant des thèmes de discussion, voire des tâches à réaliser. Cultura, à l'inverse de Tandem, n'existe que sous forme institutionnalisée.
avec une intégration complète dans des cours de langue. Le projet est né en 1997 sous la forme d'un échange américano-français. Il met clairement l'accent sur la dimension interculturelle, plutôt que sur la dimension linguistique. L'idée centrale est que de nombreux malentendus interculturels existent entre les Français et les Américains. On considère alors que des tâches bien ciblées, faisant appel à la réflexivité, peuvent permettre d'améliorer la compréhension réciproque. Ce projet prévoit que les participants s'expriment dans leur langue maternelle, car, comme le défendent Furstenberg et English, s'exprimer dans sa langue est la seule façon pour chacun de pouvoir aller jusqu'au bout de sa pensée. Cultura propose un scénario pédagogique très précis et très guidé. Dans un premier temps, on demande aux étudiants des deux côtés de répondre à 3 questionnaires sur, d'abord, le sens donné à certains mots. Individualisme, liberté. Des phrases à compléter. Pour vous, un bon voisin, c'est... Et enfin, des situations auxquelles il faut réagir. Vous voyez une mère gifler son enfant dans un supermarché, qu'est-ce que vous faites? Dans un deuxième temps, les réponses des deux parties, français et américains, sont affichées en ligne et les étudiants engagent des discussions par forum. Dans un troisième temps, ces échanges par forum sont exploités en classe. Pour terminer ce premier tour d'horizon de la télécollaboration, nous allons vous montrer rapidement 2 plateformes destinées à aider les enseignants désireux de se lancer dans cette aventure, toutes 2 issues de projets européens. eTwinning est conçu pour le primaire et le secondaire et fonctionne sur la base de plusieurs classes de plusieurs pays travaillant ensemble sur un projet. Ce site fournit des conseils, des idées, des exemples de projets, des aides à la recherche de partenaires. Il peut aussi servir de support sécurisé aux échanges, ce qui est important pour la tranche d'âge considérée. Unicollaboration, conçue pour l'enseignement supérieur, offre à peu près les mêmes services, sauf qu'il ne permet pas d'abriter les échanges. On laisse le libre choix des outils de communication aux partenaires. Voilà, alors je pense que cette vidéo montre bien les intérêts qui sont majeurs, hein, évidemment, de la télécollaboration et en même temps les difficultés ou les limites qu'on peut rencontrer. Bon, ce qui est intéressant dans la télécollaboration, c'est qu'on utilise des nouvelles technologies, d'une part, bon, donc ça, je pense que ça va devenir de plus en plus évident et de plus en plus transparent pour tout le monde. Donc plus besoin de C2I et de B2I puisque c'est des choses dans lesquelles on est baigné toute l'année et à longueur de journée. Bon, ceci dit, c'est vrai qu'il faut apprendre certainement à utiliser intelligemment les nouvelles technologies et à voir un peu, surtout maintenant qu'on est dans la partie web 2.0 en fait, où on peut très bien utiliser ces technologies de façon transparente sans savoir du tout comment ça marche. Je pense que c'est intéressant, moi, ce qui me concerne, de savoir comment ça marche pour pouvoir éventuellement se dépanner en partie soi-même et savoir un peu ce qu'il y a derrière. Voilà. D'autre part, donc, ce qui est intéressant, évidemment, dans la télécollaboration, c'est qu'on est dans une pédagogie de projet, c'est-à-dire qu'on va avoir un projet de réaliser quelque chose ensemble. Donc après, le guidage par l'enseignant, fait par l'enseignant, bon, vous voyez que la position de l'enseignant est un peu différente, évidemment, de l'enseignant du cours magistral, etc., que de l'enseignant omniprésent et omniscient qui guide absolument tout. Là, l'enseignant va motiver les élèves vers un projet et les aider à le réaliser et bien suivre, évidemment, ce qui se passe du point de vue interculturel et du point de vue des apprentissages linguistiques. Donc il y a plein de variables dans cette télécollaboration, les objectifs linguistiques, les objectifs culturels, la qualité du projet, le côté nouvelles technologies, la dynamique de la classe, l'animation du projet en général. Donc vous voyez qu'il s'est fait beaucoup de choses en fait à maîtriser ensemble. Alors bien sûr, on a aussi d'autres choses qui sont d'autres applications qui sont différentes de celles qui à Paris des classes complètes. Bon, ça c'est très intéressant. Bon, mais nos collègues vont nous en parler en détail sur une des plateformes. Donc vous voyez que ça existe aussi au niveau universitaire.
et que là encore, en fait, les deux projets dont a parlé François Mangenot sont des projets qui viennent du Conseil de l'Europe. Donc c'est aussi dans la perspective du Conseil de l'Europe de construire un espace européen. Là, vous allez voir que ça va plus loin que l'espace européen, d'ailleurs. Et ça, c'est assez intéressant. Je veux dire, c'est certains projets du Conseil de l'Europe, enfin certains projets de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, qui intègrent des étudiants qui viennent d'autres pays beaucoup plus loin que l'Europe. Par exemple, quand j'étais au Vanuatu, en fait, il y a un étudiant du Vanuatu qui est parti faire un master Erasmus+. Donc il est parti en Europe et il a étudié un semestre en Espagne et un autre semestre en France. Et ça, c'est vraiment des bons projets, en fait, pour valoriser l'image de l'Europe à l'étranger, d'une part, c'est un des objectifs, pour faire connaître le fonctionnement et pour faire connaître notre culture à des étudiants de pays très très lointains. Ça leur donne une expérience vraiment assez intéressante. Voilà, donc là vous voyez que eTwinning comme Unicollaboration, en fait, sont des projets qui sont sponsorisés, qui sont complètement financés par le Conseil de l'Europe, dans la perspective justement de renforcer cet espace européen et de créer des échanges entre les étudiants. C'est comme le cadre européen commun de référence pour l'enseignement des langues, donc donner des outils communs à des jeunes Européens dans la perspective de continuer à construire l'Europe. Vous avez vu aussi probablement que, vous avez peut-être noté aussi probablement que François Mangenot dans cette vidéo mentionne les tout premiers échanges en ligne avec le Minitel. Alors le Minitel, je ne sais pas si vous avez une idée de ce que c'est, mais c'est les débuts de la télématique en France dans les années 80. Je crois que les premiers Minitel, oui, ça devait être 82, 83, quelque chose comme ça. Et donc c'était une invention dont les Français étaient très fiers. Au départ, ça a remplacé principalement l'annuaire téléphonique. En fait, vous aviez cette petite boîte avec un écran, avec un clavier qui se dépliait, que vous voyez en photo dans la vidéo de Mangenot, et ça se connectait sur la prise téléphonique avec un modem à l'intérieur. Enfin, à l'époque, on ne savait pas très bien comment ça marchait. Et donc, vous pouviez envoyer des données texte. En fait, il y avait donc un petit clavier, et vous pouviez envoyer des données texte sur le réseau téléphonique. Donc, ça se véhiculait sur le réseau téléphonique. Comme après l'Internet, d'ailleurs. Le début de l'Internet passait par de la modulation, en fait, sur du réseau téléphonique. C'est que bien plus tard qu'on a eu la fibre optique. Je vous raconterai ça éventuellement techniquement si ça vous intéresse. C'était assez marrant en fait cette période-là parce que quand on se connectait, en fait il y avait une porteuse dans les câbles téléphoniques sur une fréquence inaudible et votre modem c'est quelque chose genre pour se connecter. Vous avez peut-être connu ça, peut-être pas, parce qu'en fait il envoyait en fait une modulation avec un signal modulé en fait qui se promenait autour de la porteuse pour signaler que ce n'était pas des données voix, mais bien des données Internet. Donc le Minitel, c'est une invention dont les Français étaient très fiers dans les années 80, parce qu'ils étaient un peu les premiers à avoir un engin informatique qui permettait de télécommuniquer par écrit, de consulter certains sites. Il y avait même un Minitel rose, donc ça valait le coup d'œil. Je veux dire, c'est une sacrée invention. Et donc ce Minitel, vous voyez que Francis de Bizère l'a utilisé pour faire de l'écriture collaborative, donc déjà de la télécollaboration dans les années 80. Donc c'était très innovant. Retenez le nom et en même temps, c'était très innovant, et en même temps, c'est une invention qui, comme beaucoup d'inventions françaises, s'est complètement cassé la figure. C'est comme le Concorde, je veux dire qu'il n'y en a plus, plus de Concorde qui volent. Au début, on en était très fiers. Bon, le Minitel, c'est un peu dans le même genre. Voilà, donc le Minitel, et retenez aussi, alors si vous ne retenez pas le Minitel, parce que c'est un peu anecdotique, retenez par contre Francis de Bizère, parce que Francis de Bizère, c'est un auteur majeur en français langue étrangère. Là, je viens de recommander à une de vos collègues de lire un bouquin qu'il a fait qui s'appelle Jeu, langage et créativité. Donc, Jeu, langage et créativité de Francis de Bizère, c'est un truc tout à fait génial pour tout ce qui est jeu dans la classe.
De Bizère a fait également des programmes avec le CIEP, comme par exemple Retrouver le sourire. C'est quelqu'un qui tout au long de sa vie a toujours été très très innovant et s'est beaucoup amusé et a donné des propositions d'enseignement très innovantes et très amusantes, très motivantes en fait. Donc vous verrez, dans jeu, langage et créativité, il y a tous les jeux que vous pouvez faire en classe avec du texte, avec des dessins, avec des jeux de rôle, avec du matériel, avec très peu de matériel en général. Et donc c'est parfaitement génial. Voilà, donc vous avez vu donc, De Bizère, le Minitel, et on a aussi évidemment dans la télécollaboration des plateformes qui visent en fait à autonomiser les apprenants. Donc là, dans ce cas-là, c'est des plateformes individuelles. Et ça, je vous le propose comme sujet d'exposé. On va y jeter un petit coup d'œil. Et je pense que ce serait bien, si ça intéresse l'un d'entre vous ou un petit groupe d'entre vous, qu'il y ait un exposé un peu plus circonstancié sur Boussou et LiveMocha ou l'un ou l'autre, pour qu'on ait une idée plus précise de ces plateformes-là. Ou si jamais quelqu'un avait utilisé Boussou ou LiveMocha pour apprendre une langue, ça pourrait être intéressant de faire un exposé là-dessus. Voilà, donc Boussou, ici, la première page du site, hein, parle une nouvelle langue en 10 minutes par jour, donc apprend gratuitement. Bon, vous allez voir qu'après, évidemment, tout n'est pas gratuit, hein, autrement ça aurait du mal à fonctionner. Donc vous voyez qu'on a des applications pour les téléphones portables, pour évidemment continuer à apprendre en dehors de la plateforme. Et donc si on se connecte, par exemple, alors il est possible qu'on retombe en fait sur ma propre connexion. Donc par exemple, on veut apprendre l'anglais. Donc on va probablement retomber sur ma connexion à moi. Oui, voilà. Donc il faut s'identifier. Clic avec Facebook, il me semble. Voilà. Et donc moi j'étais en train de commencer à apprendre l'arabe. Enfin pas de commencer parce que je suis un faux débutant puisque évidemment je suis né au Maroc, j'ai vécu 7 ans donc j'ai quelques idées quand même sur l'arabe, mais que j'ai perdu en fait depuis et j'ai réappris ensuite un peu l'arabe en travaillant en Mauritanie pendant 2 ans. Donc vous voyez qu'en général dans ces plateformes-là, vous allez avoir des leçons. euh, des leçons au départ de, euh, des leçons avec différents objectifs, hein, bon, qui sont développés un peu comme des objectifs communicatifs. Là, c'est les relations de civilité, les relations de civilité, donc la bienvenue ici, marhaba, marhaba bek, marhaba bekoum. Voilà, donc on continue. صباح الخير. Sabah al-khair, ouais, Sabah al-khair, en marocain. Donc là, vous l'avez en arabe classique. Alors bon, vous avez la graphie, évidemment, une transcription qui n'est pas une transcription phonétique, mais qui est une transcription un peu étrange, un peu à la française, probablement. Donc vous allez avoir différentes choses, en fait, مساء الخير. où là, on a évidemment les différentes salutations. Et donc on utilise l'intégration, en fait, une image, un peu de son, un peu d'écrit. Voilà. Bon, jusque-là, ça n'a rien de forcément, de forcément passionnant. Mais évidemment, ce qui va être intéressant après, c'est la possibilité, en fait, d'aller vers la... Pardon, excusez-moi, je cherche, je ne connais pas bien l'interface de cette machine, donc je cherche un peu les différentes choses. Ok, on annule les progrès. Donc et voilà, vous voyez que vous avez là ensuite donc la possibilité d'apprendre, de vous inscrire pour apprendre d'autres langues. Et d'autre part, vous avez ensuite, bon, vous avez les leçons, ce qu'on vient de voir très très brièvement, et vous avez la communauté. Donc là, vous allez chercher en fait des personnages, enfin des personnes natives de la langue pour vous mettre en tandem avec eux et commencer à apprendre leur langue. Alors vous devez déclarer évidemment quelle langue vous parlez vous-même pour pouvoir faire un échange de cours avec votre langue maternelle. Voilà. Et donc vous tombez sur plusieurs
personnes en fait, bon, qui sont éventuellement des... ah voilà, excusez-moi, je les ai ajoutés un peu rapidement, donc on va continuer notre apprentissage, voilà, et vous avez des possibilités ensuite de révision. Donc là, j'imagine que les trois mots à travailler, ça va être ceux qu'on vient de voir, marhaba bik, euh, marhaba, euh, oui, et puis sabah al-khair et massa al-khair. Donc vous allez avoir la possibilité de travailler tout ça, oui voilà, ça y est, c'est là, retravailler ça, et vous connecter donc avec d'autres personnes avec qui vous allez échanger des cours de langue. Hein. Donc on est, ce serait bien si vous voulez si vous voulez l'explorer un peu plus et éventuellement faire un exposé là-dessus, c'est un bon thème d'exposé. Après vous avez Live Mocha, donc là, oui là j'étais dans Live Mocha déjà à l'instant. Donc vous avez là, je me suis connecté, hein, donc du coup on va peut-être en voir un petit peu plus aussi sur Live Mocha. Bon, vous avez une interface assez similaire. Voilà, apprendre de nouvelles langues, choisissez une langue. Donc, quelle langue voulez-vous apprendre? Là, on va mettre quelque chose que je ne connais pas du tout, comme par exemple le turc, et on va voir ce que ça nous propose. Donc, c'est à peu près, tout est à peu près pareil en fait. Voilà, alors les cours. Donc, vous avez pareil les salutations, le début de la conversation, le temps, l'endroit, les heures, les vêtements. Donc vous avez plusieurs, c'est classé là par thème. On va regarder par exemple les vêtements, hein, 5e jour. Ah, c'est pas encore. Ah oui, ça doit se débloquer au fur et à mesure. Il faut commencer par la première. Donc on va apprendre un peu turc avec nous. Apprendre. Les salutations. Ah, c'est marrant, c'est la même jeune fille que pour l'italien en fait. Tout à l'heure j'ai essayé sur l'italien et c'était les mêmes images. Donc vous allez voir en fait évidemment tous ces sites-là sont des sites en partie commerciaux. C'est pas toujours très bien fait. C'est pas toujours fait par des didacticiens. Donc des fois il y a des défauts. Là vous voyez, enfin il y a des choses qui sont un peu approximatives. Voilà, donc vous pourrez si l'un d'entre vous veut faire un exposé complet là-dessus, ce serait intéressant. Parce que moi, ce n'est pas des sites que j'ai pratiqués énormément, donc je pense que ce serait intéressant de les explorer un peu plus en détail et après de voir ce que ça peut apporter. Merhaba. Merhaba, bah, c'est comme en arabe, voilà, un peu de choses près en turc. Voilà, donc vous avez ça. Ensuite, vous avez d'autres salutations. Salutations. Benim adım Pedro. Benim Azem Pedro. Bon, s'il y a des Turcs qui vont rire de de ma prononciation. Donc voilà, donc vous voyez, donc là on est dans les choses vraiment basiques, hein, en fait, évidemment, de Live Mocha. Donc après, vous allez avoir évidemment, bien sûr, aussi une communauté avec des locuteurs de la langue qui vous intéresse. Ça, j'ai pas encore regardé la revue. Donc c'est probablement des révisions apparemment. Hein. Donc vous avez ça, la revue, écrire. Hein. Alors on va voir ce qu'il nous propose pour écrire. Donc et là, ça s'écrit. Ah oui, d'accord, on a l'écriture. Donc le turc, vous savez que depuis Kemal Atatürk, donc ça s'écrit avec des caractères latins. Voilà, et donc évidemment, on va l'écrire de cette manière. Merhaba, Nasılsın. On l'écoute. Merhaba, nasılsın? Et on va voir ce que ça nous dit. Voilà, donc on passe à la suivante. Donc j'imagine qu'on n'a pas fait d'erreur. Alors après, je ne sais pas du tout comment on écrit les diacritiques, en fait, les choses, les caractères un peu différents du turc. C'est là qu'on va rentrer dans des difficultés particulières. Voilà, donc écoutez, voilà, vous voyez ces deux sites-là, en fait. Donc vous pouvez les explorer, regarder comment c'est fait. Ce qui est intéressant, c'est de regarder aussi après les parties où on suggère, en fait,
aux professeurs débutants, enfin aux locuteurs de la langue étrangère qui s'improvisent professeurs, de voir quel type d'activité on leur suggère et comment tout ça fonctionne. Donc pour poursuivre, en fait, on va retourner à Grenoble avec nos collègues Charlotte Dejean et Elke Nissen et regarder une vidéo où elle parle des variables de la télécollaboration. Je la commenterai très brièvement après. Bon, retenez en fait différentes choses, dont une chose qui est intéressante, c'est que évidemment les objectifs des différents participants d'une télécollaboration ne sont pas forcément les mêmes et qu'on peut avoir des télécollaborations asymétriques. C'est pas forcément de l'enseignement mutuel. Ça peut être aussi un exercice, par exemple, pour des enseignants de français langue étrangère qui vont télécollaborer avec une classe d'apprenants à distance. Ce sont des choses qu'on a mis en place avec des apprenants américains, entre autres, dans l'Utah, en fait, et des étudiants de différentes promotions. Donc on pourrait très bien d'ailleurs s'amuser à faire ça, encore une fois, ici à Paris 8. Voilà, donc je vous passe la vidéo. Il existe une grande variété de projets de télécollaboration. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter tour à tour les principales variables de ces projets. Il s'agit des objectifs, du type de langue en coprésence, des modalités des échanges, des formes de participation, de la durée de ces échanges et de leur intégration institutionnelle, ainsi que des tâches qui les structurent. Pourquoi télécollaborer? La plupart des projets d'échange interclasses en langue étrangère mettent l'accent sur le développement de la compétence langagière et ou interculturelle. Les deux projets qui vous ont été présentés dans la première vidéo, eTandem et Cultura, ont chacun mis l'accent sur l'une de ces orientations. Au départ, en effet, dans le projet eTandem, les objectifs d'apprentissage étaient principalement langagiers. Chaque participant est censé améliorer ses compétences linguistiques avec l'aide de son partenaire. Aujourd'hui, dans les projets issus de eTandem, des objectifs d'apprentissage interculturel ont été ajoutés aux objectifs langagiers. Le projet Cultura, qui met en relation des étudiants français et nord-américains, se focalise uniquement sur le développement des compétences interculturelles. Lorsque des objectifs interculturels sont visés dans un projet de télécollaboration, on peut choisir d'adopter une progression dans ces derniers. On peut ainsi, dans un premier temps, viser des connaissances culturelles sur le pays des partenaires. On peut ensuite susciter des discussions sur les spécificités culturelles des pays et de ses habitants grâce à une approche comparative. Enfin, on peut travailler sur la compétence de communication interculturelle, notamment grâce à un travail réflexif effectué en amont et en aval des échanges dans la classe avec l'enseignant. Cette étape essentielle doit permettre d'éviter que des incompréhensions ou des désaccords survenus au moment des échanges ne renforcent certains stéréotypes sur l'autre. Certains projets visent également à développer les compétences numériques des apprenants à travers l'usage de certains outils de communication ou de production du Web 2.0 notamment. D'où l'expression utilisée par certains auteurs de télécollaboration 2.0. Enfin, les compétences visées peuvent être de type professionnel. Ainsi, le projet Transatlantic Translation met en relation des étudiants nord-américains dans le domaine de la communication technique et de l'anglais avec des étudiants européens, italiens par exemple, suivant des études de traduction en anglais. Les étudiants nord-américains rédigent des modes d'emploi et les envoient ensuite à leurs partenaires européens qui effectuent la traduction des textes dans leur langue. Cela permet aux premiers de réaliser une production à destination d'un public cible, leurs partenaires, et aux autres de s'entraîner à la traduction sur des textes pouvant être considérés comme authentiques. Ensuite, ils peuvent discuter ensemble des problèmes langagiers qui ont pu se présenter au moment de la traduction.
il est intéressant de pointer que dans le cadre de ce projet, les objectifs des deux partenaires ne sont pas les mêmes. C'est le cas également du projet Le Français en première ligne, qui met en relation des étudiants de Master FLE se formant pour devenir enseignants avec des apprenants de français langue étrangère, les premiers ayant à créer des tâches pour les seconds et à les tutorer à distance sur une plateforme pendant que les apprenants réalisent ces tâches. Ainsi, les uns apprennent le français au contact d'étudiants natifs, développant ainsi leurs compétences langagières et interculturelles, tandis que les seconds apprennent à concevoir des tâches et à assurer du tutorat en ligne. Voilà, donc vous voyez qu'on peut utiliser en fait la télécollaboration pour beaucoup de choses différentes. D'une part, évidemment, pour apprendre dans le cadre d'un enseignement mutuel, en fait, des langues, hein, en s'appariant avec un autre apprenant de votre langue maternelle et en lui enseignant vous-même, enfin en apprenant de sa part la langue cible qui vous intéresse. On peut aussi évidemment apparier des classes dans le cadre d'un projet comme de projets comme ceux que vous trouvez sur la plateforme eTwinning. On peut aussi avoir des projets asymétriques en fait où l'un des télécollaborants va avoir des objectifs différents de l'autre, comme ceux par exemple qui mettent en relation en fait des élèves qui se forment en FLE et qui conçoivent des unités avec des élèves d'un pays lointain éventuellement. Donc ce qu'on a pu faire dans le cadre des programmes de l'Utah par exemple. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Donc fin de cette séance sur la télécollaboration. Donc j'espère que l'un d'entre vous fera un exposé complet sur Busuu et LiveMocha. Donc on a déjà eu un exposé sur eTwinning. Voilà, merci beaucoup, bonne semaine et bonne pause pédagogique. Et donc à dans 2 semaines. Merci.